Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on parle de Batman et on continue sur la production. Allez, c'est parti mon kiki. Je reprends où j'en étais. Quelques couches de costume de caoutchouc sur le prototype en argile et le costume devient peu à peu réalité. On attachera ensuite les parties du corps ainsi obtenues à une armature en lycra initialement traitée. Et spécialement, nous avons utilisé le meilleur caoutchouc du marché, vu que le costume serait copieusement maltraité pendant le tournage. Mieux valait assurer nos arrières. L'enveloppe elle-même était très moulante. Nous avons collé les muscles par-dessus. On jurerait à le voir que le costume a été taillé tout d'une pièce. En réalité, c'est un assemblage de plusieurs dizaines d'éléments autonomes. Pectoraux, avant-bras, entrejambes, flancs, genouillères, mollets. C'est grâce à une fermeture éclair située dans le dos de Michael que celui-ci entrait dedans. Si Batman ne vivait pas la nuit, il ne serait pas Batman. Bien que les tueurs du soir se reflètent sur lui et fassent mieux ressortir sa musculature. Ringwood a eu l'idée d'astiquer le costume avec un peu de silicone. Il faudra d'ailleurs renouveler l'opération plusieurs fois par jour durant le tournage pour que le caoutchouc conserve en permanence le même éclat. Au bout du compte, Ringwood et son équipe fabriqueront 28 costumes, non seulement pour Michael Keaton, mais aussi pour toutes les cascades et les cascadeurs qu'ils doubleront lors des séquences périlleuses. Après le bas, le haut, le corps était parfaitement au point, reste la tête. Là, j'ai dû revenir à la bande dessinée, à Ringwood. La tête était vraiment la marque de fabrique de Batman, et je ne pouvais pas me fier à ma seule imagination. D'ailleurs, la cagoule m'a posé davantage de problèmes que tout le reste du costume. Si on regarde attentivement les dessins, on s'aperçoit assez vite que la tête de Batman est truquée. Vue de face de 3/4 ou de dos, elle est superbe, mais quand nous avons voulu la recréer en 3D, impossible. Impossible de combiner les divers éléments dessinés dans un tout cohérent. Si nous sculptions le visage de face tel qu'il était représenté dans les albums, les côtés ne suivaient plus. Et si nous sculptions la nuque en respectant le tracé des comics, le devant ne coïncidait pas. Nous avons fait plus de 100 tests avant d'aboutir à une tête cohérente mais composite. Mais il suffit pas d'avoir un beau masque, encore faut-il que celui-ci s'adapte au visage qu'il est censé recouvrir. Or, la structure osseuse de Michael Keaton n'est pas celle qui court les rues. Mais Michael a un visage plutôt rond, dit Ringwood. Celui de Batman est au contraire très biseauté, très anguleux. Il a fallu donc nous raboter un peu les formes de Michael pour les adapter à la cagoule. Pour cela, nous avons inséré dans le masque des plaques d'aluminium à l'emplacement des joues. Du coup, le visage de Batman retrouvait son aspect tranchant. Pour ce qui est des oreilles, nous avons voulu les mettre très longues et pointues, et en y réfléchissant bien, elles n'ont aucune fonction particulière. Elles ne servent ni à entendre ni à mieux voler. Ce sont des ornements, des emblèmes, rien de plus. Je me suis donné carte libre, comme elle me faisait penser à ces ailerons aérodynamiques qu'on installait dans les années 50 à l'avant de certaines voitures pour soi-disant leur permettre de rouler plus vite. Je les ai conçues de la même façon. Elles étaient même si grandes que nous avons surélevé le cockpit de la Batmobile. Mais ça valait le coup, elles sont belles et élégamment racées. Rien à voir avec les espèces d'oreilles de hamster qu'on voyait dans la série télé.
Dans la bande dessinée, les yeux de Batman ne sont que 2 fentes blanches totalement inexpressives. Par souci de fidélité, nous avons commencé par blanchir l'emplacement des yeux. L'ennui, c'est que Michael Keaton n'avait pas plus que sa bouche pour s'exprimer. C'était un acteur. Le regard est un outil de première nécessité. Il aurait été absurde de priver le public de celui de Michael. Le plus important était d'offrir à Michael un champ de vision maximal sans pour autant l'incommoder. C'est pourquoi le masque est très fin dans cette zone-là, à peine plus de 3 mm de caoutchouc autour des yeux, mais malgré tous nos efforts, le champ de vision latéral restait assez limité. Heureusement, Michael en a tiré un parti formidable. Sa façon de pivoter brusquement pour regarder sur les côtés donne à son corps un mouvement gymnique qui colle à merveille avec sa personnalité de Batman. De plus, sa cape ondule comme si elle obéissait à une indication chorégraphique. C'était inattendu et superbe. Pour le dessert, la cagoule laisse à l'air libre toute la moitié inférieure du visage de Michael Keaton. Ses fans apprécieront. Ringwood avait prévu de sculpter le masque et la cape en une seule pièce. Quand il a compris que la cagoule serait l'élément le plus fragile du costume, il a vite changé d'avis pour éviter de remplacer la cape à chaque fois qu'on remplaçait le masque, c'est-à-dire souvent. Il les a donc moulés séparément. Au moment de tourner, il les a attachés grâce à un collier adhésif situé sur la nuque de la cagoule et sur les épaulettes de la cape. La cape a l'air toute simple, n'est-ce pas? Une feuille de caoutchouc noir et le tour est joué. Eh bien, pas du tout. J'ai déjà dit ça du masque, mais je rectifie, c'est la cape qui m'a posé le plus de problèmes. Nous avons effectué les premiers essais avec une pièce de caoutchouc pur pour rester dans le ton du costume. Question texture et couleur, c'était parfait, mais question grâce, c'était hideux. Quand Batman bougeait, la cape n'ondulait pas, elle se ridait. Nous avons testé des dizaines de matériaux à la recherche de celui qui danserait le mieux. Finalement, nous avons trouvé une laine vénitienne à la fois très lourde, très luxueuse et très chère. Comme elle ne ressemblait ni près ni de loin à du caoutchouc noir, nous avons vaporisé du caoutchouc sur des plaques de verre et aplati notre cape de laine au rouleau. Ensuite, nous avons détaché les lamelles de plastique noir avant de les coller aux morceaux de laine. C'était répétitif et compliqué à décrire, mais le résultat est superbe. Seul ennui, nous avions construit la cape par segments triangulaires, comme une orange soigneusement pelée, mais nous ne pouvions pas les coudre ensemble. Nous avons essayé, bien sûr, mais les couleurs étaient si laides et si apparentes que nous avons renoncé au bout de 10 minutes. Heureusement que Paul et Barry Barrett Brown est arrivé. Paul Barrett Brown exerce sa profession rarissime. C'est un expert en caoutchouc. Sa spécialité, les articles pour sex shop. Nous lui avons soumis notre problème. Il a réfléchi 2 secondes et la lumière a jailli. Suivant ses conseils, nous avons recouvert de vinyle ultra brillant une table de 4 mètres 20 de diamètre. Cette table un peu spéciale était segmentée comme la cape, c'est-à-dire comme une orange. Et nous avons répandu notre caoutchouc sur cet immense plateau. Et nous avons contenté de poser dessus nos tronçons de laine, en veillant bien à ce que les corps coïncident sans se juxtaposer. Du coup, c'était le caoutchouc qui unifiait l'ensemble. À l'arrivée, nous avons donc une cape irréprochable, sans la moindre couture. Et pour attacher la cape au costume, un bout de scotch ne suffit pas, elle est gracieuse, mais qu'est-ce qu'elle est lourde, dit Ringwood. Sous le costume, sous le style de Batman très précisément, Michael portait une sorte de harnais équipé de petits verrous aux épaules. La cape était littéralement vissée sur lui. Sans le harnais, elle aurait valdingué dans tous les sens, emportée par son poids, elle aurait sûrement déchiré le caoutchouc. Une fois le prototype mis au point, on construira quelques autres longueurs différentes, 35 capes au total, certaines mesurant 1,50 m, elles partaient de la nuque de Michael
et s'arrêtait à 1 centimètre du sol. D'autres étaient plus courtes, elles permettaient à Batman de sortir plus facilement de sa voiture. Pour les scènes d'envol ou d'atterrissage, elles étaient jusqu'à 3 mètres, juste pour le plaisir de l'œil. Dans ces cas-là, elles étaient beaucoup plus légères que les autres. Leurs ondulations donnaient alors une véritable impression d'apesanteur. Nous avons même utilisé de la toile de parachute. Ne manque plus que le gant et les bottes, des gants de moto en cuir, bien rustaux, serviront de référence. Nous avons ajouté des ailerons en caoutchouc mou, les ailerons pour la frime, le caoutchouc pour éviter les blessures en cas de chute ou de bagarre. Les bottes, en revanche, nous ont demandé plus d'efforts. Chez les hommes musclés, la cheville est toujours la partie du corps la plus fragile. Les athlètes ont les chevilles très fines, et c'est crée parfois un drôle de contraste avec la montagne de chair qui les surplombe. Dans la bande dessinée, Batman avait des bottes de cavalier un peu plus qu'élastiques. Je ne les trouvais pas d'une cinégénie affolante. Je préférais quelque chose de moins précieux, de bonnes godasses d'entraînement. Je suis tombé un jour sur une paire de Nike d'entraînement, assez trapue, bandelettes de velcro et compagnie, qui me plaisait bien. J'ai donc téléphoné à la maison mère dans l'Oregon, et on a accepté sans rechigner de concevoir mes Batbots à partir de ces chaussures-là. J'ai fait quelques croquis, je les ai envoyés au designer de Nike, et quelques jours après, j'avais mon prototype, 2 superbes bottes en cuir de caoutchouc, renforcées au niveau de la cheville, par une espèce d'étrier à la fois très chic et très efficace. Aussi étrange que ça puisse paraître, il a dans un premier temps fallu 2h30 pour endosser le costume. C'était très compliqué, mais avec la pratique, Michael Keaton devenait Batman en une vingtaine de minutes. Il fallait d'abord enfiler le harnais, ensuite le corps du costume, puis tous les accessoires à visser. Le masque venait en dernier, c'était un marathon. C'était un tel marathon qu'une fois à l'intérieur, Michael ne pouvait pas en sortir avant la fin de la journée. J'avais surtout peur de la transpiration. Heureusement, il ne transpire pas beaucoup. J'avais quand même prévenu les zones du costume où l'air pourrait circuler au cas où. Après la dernière prise, nous sortions Michael de sa carapace. Ça nous demandait pas mal de temps vu qu'il fallait décoller le masque le plus soigneusement possible. Pendant la nuit, nous laissions le costume à l'air libre pour qu'il se refasse une petite fraîcheur. Malgré tous les efforts de Rainwood pour rendre le costume confortable, les inconvénients propres à tout déguisement n'étaient pas moins résolus. J'ai enfilé moi-même le masque, dit Tim Burton. J'éprouvais des sensations bizarres. Je ne pouvais rien entendre et je ne voyais pas grand-chose sur les côtés. Michael est au départ claustrophobe et il n'a pas dû s'amuser tous les jours. Mais comme le costume le plongeait dans l'obscurité chère à Batman, il a tourné ses désavantages en faveur de son interprétation. Voilà pour cette partie sur la production du film Batman. J'espère que ça vous aura plu. Je continuerai. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Comme ça, je saurai si ça vous plaît et je continuerai ou pas. Allez, je vous dis à très bientôt. Likez, partagez et je vous remercie. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.